Ceci dit, si je dis plaidoyer pour une mondialisation solidaire, c'est que la mondialisation actuelle ne me plaît pas, et je donne 4 raisons. La première raison, c'est qu'elle a accentué les inégalités au détriment des plus fragiles. Là, je suis sur un jugement éthique. Je pense, vous pensez bien sûr comme moi, qu'on reconnaît la qualité d'une société à l'attention qu'elle porte à ses éléments les plus fragiles. Dans une famille dans laquelle il y a une tendresse normale, quel est l'enfant qui va empêcher les parents ou les grands-parents de dormir? Quel est celui ou celle à qui ils vont penser avec le plus d'intensité? C'est pas celui pour lequel tout baigne. C'est bien celui ou celle qui est en échec à l'école, qui a des problèmes de santé, qui a un corps disgracieux dont il ou elle souffre, qui est pris par l'alcool ou par la drogue, qui a des problèmes affectifs parce que son copain ou sa copine l'a laissé. C'est bien celui qui va être mal. Et parce qu'il est mal, les parents vont lui consacrer plus d'attention. Vous êtes bien d'accord? Et on va reconnaître la qualité de la famille, l'attention qu'elle portera à celui-là. Si je vais un peu plus loin, on peut dire qu'on peut apprécier la qualité de la gestion d'une commune quand on regarde l'utilisation qui est faite des ressources de la commune. À quel poste est affecté l'argent? À qui ça va servir en priorité? Je pense, René Valette pense, que notre pays a grandi en humanité quand a été votée la loi créant la couverture médicale universelle, qui dit qu'un être humain, parce qu'il est être humain, il a le droit d'être soigné, parce qu'il est être humain. Notre pays a grandi en humanité quand une loi a dit qu'il fallait que dans chaque commune de plus de 3700 habitants, il y ait 20 puis 25% de logements sociaux. Autrement, les beaux quartiers seront réservés aux gens qui ont de l'argent, et les quartiers difficiles verront se concentrer sur ce problème. C'est ce que dit le Secours catholique dans son dernier rapport que je vous conseille de lire, si vous n'avez pas lu. Par contre, si par la loi, on impose des logements sociaux minima dans chaque commune, on crée par le fait même moins de tensions sociales, moins de quartiers ghettos, moins d'écoles ghettos. Mais les quartiers ghettos des pauvres créent les quartiers ghettos dorés. Dans ma bonne ville de Lyon, il y a des communes dans lesquelles il y a des pétitions qui sont faites pour que la commune paye l'amende plutôt que de construire des logements sociaux. Alors si les chrétiens n'ont pas réussi à empêcher ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été suffisamment le sel de la terre, ou la lumière qu'on ne met pas sous le boisseau, mais qu'on fait voir pour qu'elle illumine. Au niveau national, on peut peut-être aussi considérer qu'une société a progressé quand dans le budget de la nation, on a consacré une part importante à ceux qui sont plus en difficulté, etc. etc. Et pareil au plan mondial. Il y a 2-3 ans, j'avais animé une récollection pour des maîtres de l'enseignement catholique d'un diocèse pas très loin de Lyon. Et je leur avais dit, dans votre école, si vous avez des élèves en échec scolaire, des élèves qui font leurs devoirs, quand ils ont des devoirs, sur leurs genoux dans les escaliers d'immeubles, qui ont le faire dans la maison où il y a une seule pièce, où il y a 2 ou 3 familles, ça existe. Si en plus l'enfant entend chez lui une langue qui n'est pas celle de l'école, si en plus l'enfant est mal aimé, et ça arrive dans tous les milieux sociaux, si en plus c'est un enfant qui est maladroit pour taper dans un ballon, ou pour faire de la gym, ou une fille qui a un corps disgracieux. S'il n'y a pas mobilisation de la communauté éducative, quel beau mot, cet enfant n'aura pas son compte de vie, comme chantait le Père Duval. Pour qu'il trouve sa place, il faut qu'il y ait une attention qui soit portée à ceux qui sont plus en difficulté. Et je disais à ces maîtres, si vous prenez comme critère de valeur de votre école la proportion de réussite au bac, c'est bien. Mais si vous prenez comme critère comment avons-nous pris en considération ceux qui ont plus de difficultés, c'est encore mieux. Encore mieux. Eh bien, si la mondialisation accentue les inégalités entre les pays gagnants et les pays perdants, accentue les inégalités
aussi bien dans les pays gagnants que dans les pays perdants. Entre ceux qui sont gagnants et ceux qui sont perdants, elle n'est pas acceptable. Or, c'est ce qu'on remarque. La mondialisation accentue les inégalités entre les pays gagnants et les pays perdants, et tant les pays gagnants dans les pays perdants, entre ceux qui ont des atouts pour gagner, ceux qui n'ont pas d'atouts pour gagner. La Chine, dont on s'émerveille, et je reconnais que chaque fois que je vais en Chine, je suis impressionné par ce qui se passe. En Chine, vous avez environ 450 millions d'habitants qui vivent entre un peu et beaucoup mieux. C'est pas rien. Vous avez 300 millions d'habitants qui vivent plus mal. Ceux qui vivent plus mal, c'était les plus fragiles. Chez nous, c'est pas dans ce livre, c'est dans le livre d'avant, c'est l'exemple. Allez, je vais changer les noms. Une fille que j'ai rencontrée m'a dit, René, j'ai quitté l'école il y a 5 ans, sans diplôme, sans rien. Aucune qualification. J'ai un nom d'origine maghrébine qui n'est pas celui vers lequel se précipitent en premier les employeurs qui cherchent un emploi. Quand elle répond à une offre d'emploi, elle se fait domicilier chez elle pour pas que l'adresse fasse peur. Il y a des quartiers qui font peur. Quand on habite à Lyon, il vaut mieux habiter dans la presqu'île ou dans le 6e qu'habiter au bord du Taureau à Voix-en-Velin ou d'habiter au Maguette ou à Mermoz, près de l'endroit où j'habite. Il vaut mieux pas. Quand en plus, on a un père qui est chômeur de longue durée et une mère qui est analphabète en langue française, eh bien on ne trouve pas de boulot. Elle m'a dit, René, moi j'ai envie de m'éclater comme les autres, j'ai envie d'être fringué comme tout le monde, eh bien qu'est-ce que tu me proposes? Il y a quelque temps, un directeur d'usine me disait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, chez moi, je n'ai plus besoin de personnel non qualifié. Quand on fait l'histoire sociale de la France, il y a eu une période, en tout cas dans la région lyonnaise, où les marchands fabricants de soieries allaient faire travailler la soie dans des exploitations agricoles où ils mettaient un métier, 2 métiers, 3 métiers à tisser. Ils considéraient que c'était un revenu complémentaire au revenu du paysan agriculteur et que par conséquent, on pouvait avoir des coûts moins élevés. Et puis en plus, le paysan ne fait pas grève lorsqu'il a un métier à tisser dans lequel on le paye moins. C'était une période. Et une deuxième période où on a fait venir chez nous des gens dont on avait besoin pour faire le travail non qualifié. C'était les Polonais, ça a été les Espagnols, c'était les Portugais, c'était les Maghrébins, ça a été, vous connaissez ça. Aujourd'hui, ces personnes-là sont trop coûteuses. Donc, on ne les fait pas venir chez nous, on va chez eux. Ça s'appelle le Bangladesh, ça s'appelle le Cambodge, ça s'appelle la Chine, etc. Et chez nous, lorsqu'on fait des produits de haut de gamme, ben de plus en plus, c'est un peu caricatural, je l'admets, mais c'est par volonté pédagogique de montrer le problème. Ben de plus en plus, on aura besoin de robots. Alors les robots sont fabriqués et programmés par des gens qui ne sont pas des gens qui sont venus de leur pays analphabètes. Autrement dit, et celui chez nous qui a vécu dans une usine sans qualification et qui a 50 ans perd son travail, est-ce qu'il a trouvé du boulot? Il est devenu fragile. Je ne sais pas si c'est clair. C'est le handicap de l'âge. Et si est dans une région de mono-industrie, ça devient dramatique. Et si c'est quelqu'un, et il y en a un garçon qui est en grande chance actuellement, un enfant d'amis, qui est handicapé, pas trop, mais seulement handicapé pour qu'il n'attire pas l'employeur, bien ça fait 1 an et demi qu'il a quitté l'école et qu'il n'a toujours rien trouvé. Il est à la limite du découragement. Comme il disait l'autre jour, j'ai plus envie de me lever pour chercher du boulot, ça ne sert à rien. S'il était sorti avec une bonne formation, il n'y aurait pas ce problème. C'est le plus fragile aujourd'hui qui est marginalisé. Le plus fragile qui est marginalisé. C'est pas ce que nous mettons comme priorité au nom de notre foi. Je cite une parole de Benoît XVI dans son encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour. C'est pas qui parle, c'est Benoît XVI, le chapitre 19 de son encyclique. La société toujours plus globale nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères.
Si frère, c'est attentif aux plus fragiles. Le pape François, s'adressant aux autorités coréennes il y a quelques mois, je vous encourage à développer une globalisation de la solidarité. Le pape François, dans son message de carême, il nous faut passer de la mondialisation de l'indifférence à la mondialisation de la fraternité. Et dans son exercice, dans son texte là, apostolique, là, sur la beauté de l'évangile, la beauté de l'évangile, la joie de l'évangile, pardon. Et il insiste sur le fait que des dégâts en termes de fraternité que crée aujourd'hui la mondialisation. Et tout le monde dit on a un grand pape. Ben oui, ben alors suivons-le. Mais si on n'est pas croyant, on fait la même analyse autour de l'idée de fraternité à partir de l'humanisme humain. C'est pas un hasard si en 1848, c'est pas n'importe quelle année, la République française a ajouté à sa devise, après liberté et égalité, fraternité. Parce que l'égalité, elle est illusoire s'il n'y a pas fraternité. Donc s'il n'y a pas une attention plus fragile. C'est ce que l'Église appelle l'option préférentielle pour les pauvres. L'attention plus fragile. Quelle que soit la nature de la fragilité. Alors si la mondialisation elle se fait au détriment des plus fragiles, elle n'est pas acceptable. Première raison de type donc, éthique. Deuxième raison de type politique. Quand quelqu'un a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir devant lui, qu'il ne peut rien attendre de l'avenir, il a toujours tendance, certains, pour dire on va s'en tirer. On va s'en tirer. Seul ou avec d'autres. Mais le risque, en tout cas, il apparaît que comme on n'a pas sa place dans ce monde-là, on le fuit. On peut le fuir par le suicide, on peut le fuir par l'alcool. Déjà, Zola avait écrit ça, l'assommoir. On peut le fuir aussi par la drogue. Ou on peut le fuir par une certaine lecture fondamentaliste de sa religion. C'est pas hasard si aujourd'hui, toutes les religions sont menacées d'une lecture fondamentaliste. Toutes, plus ou moins. Et pas que l'islam. Toutes, plus ou moins. Ou par une lecture de la religion déconnectée du monde. Dans ce monde, je suis malheureux, mais dans un autre monde, j'aurai la joie. Ce que Lénine appelait la religion et l'opium du peuple, ce n'est qu'une grossière haute vie spirituelle. Ce n'est pas la religion qui appelle à la fraternité. On peut également dire, je n'ai pas de raison de respecter les règles de la société dans laquelle je suis, puisqu'elles me portent moi. Le vivre ensemble suppose qu'on accepte les règles et ses contraintes. Quand je roule en voiture, je m'arrête au feu rouge, je vais chercher lequel. Je roule à droite, et quand une voiture vient à ma droite la priorité, je m'arrête. Ça me contraint, mais j'accepte, par peur du gendarme sans doute, et j'accepte d'être sanctionné, même si je râlerais, parce que le vivre ensemble fait qu'il faut respecter des règles que ce soit possible. Mais moins je considère que les règles sont pour moi, moins j'ai tendance à les respecter. Alors au minimum, c'est les incivilités. Dans mon quartier, c'est les abribus qui sont cassés, c'est les sièges des bus lacérés, ça sera les tags un peu partout. Et plus grave, depuis quelques années, ça sera les voitures de pompiers caillassées. Alors, dans notre histoire, le pompier, c'est celui qui préserve la vie, n'est-ce pas? Ça sera les cabinets de médecins cambriolés. Ça arrive dans mon quartier. Ça pourra être aussi les écoles vandalisées, les centres sociaux vandalisés. Alors que pour des gens qui viennent des milieux modestes, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, dans notre idée, dans notre mémoire collective, l'école, c'est ce qui permettait l'ascension sociale. Donc respecter l'école et les maîtres. Et les centres sociaux étaient faits pour permettre à des gens de milieux modestes
par les péréquations qui étaient faites sur les prix qu'on payait, d'avoir accès aux loisirs sportifs, aux loisirs culturels. Mais quand la présidente du centre social de mon quartier, tous les lundis, se demande à Mermoz dans quel état on va retrouver le centre social, comment il aurait été ce week-end. Le centre social n'est pas considéré par certains comme étant pour eux. Et dans le cas le plus grave, c'est la violence. Violence ici, ou pour détrousser quelqu'un, y compris un faible, ou violence en allant volontaire pour le djihad, par exemple. Autrement dit, accepter un système dans lequel les inégalités croissent, non seulement c'est éthiquement insupportable, mais c'est politiquement une erreur monumentale. Politiquement. Politiquement. C'est prendre le risque que le vivre ensemble soit de plus en plus difficile. Tant dans notre pays, tiens, autre effet de la mondialisation, il y a des combattants de 90 pays différents actuellement à Daesh. Dans 90 pays différents. Il y a un moment où, pour se protéger de dangers ennemis, on savait comment il fallait faire. Actuellement, on ne sait pas. Et c'est pas en multipliant la police aux frontières et en multipliant les dépenses militaires qu'on suffira à régler le problème. Je crois que le fond, c'est comment peut-on améliorer les conditions de vivre ensemble chez nous et dans la relation entre États. Alors, la mondialisation ne va pas dans ce sens-là. Elle dit l'inverse. Troisième impasse, une impasse écologique. La mondialisation, elle donne comme modèle d'accéder au niveau de vie, au mode de vie des classes aisées américaines ou européennes. Américaines si on est en Amérique latine, ou européennes si on est en Afrique, et un peu partout si on est en Asie, mais surtout nord-américaines. Alors, tous les experts vous disent que dans de nombreux domaines, la Terre serait capable de fournir aujourd'hui à ses 7 milliards d'habitants le minimum pour vivre dans la dignité, mais qu'elle n'est pas en mesure de fournir à ces 7 milliards d'habitants le niveau de vie et le mode de vie des classes aisées européennes à laquelle j'appartiens. Mais ce qui est proposé aujourd'hui comme modèle aboutit à une impasse. La Terre n'est pas capable de produire ça. Réchauffement climatique, pénurie d'énergie, pénurie de matières premières fossiles, impossibilité de nourrir tous les hommes. Vous savez, le dégât, pas le dégât, mais le coût, l'amélioration du niveau de vie en Chine, en Inde, au Brésil, dans d'autres pays, eh bien, parce que les Chinois vivent mieux, 450 millions, ils se mettent à consommer de la viande. Il faut 7 calories végétales pour faire une calorie animale cochon, qui est l'animal le plus consommé. 4 calories végétales pour faire une calorie animale poulet. 11 calories végétales pour faire une calorie animale bœuf. Donc quand les Chinois se mettent à consommer de la viande, il faut une ponction sur la production mondiale de maïs importante. Il n'y a pas que les Chinois, il y en a d'autres. Les Indiens, ce n'est pas tellement la viande, c'est les produits laitiers. Les produits laitiers sont faits à partir de bêtes. Il faut nourrir également. Alors aujourd'hui, on consomme en moyenne 2500, non, on produit 2860 calories végétales par jour et par personne. Il faut en moyenne, mettons, 2500, il y en a assez. Et comme il y a des pays où on en consomme plus de 3500, et que ça paraît beaucoup comme étant le modèle, il y en a qui peuvent voir leur quantité. Ce n'est pas le report de ce soir qui nous a fait rentrer dans ce course. Mais c'était bien. Quand il dit ça, c'était pour me réjouir. Claude, ne te trompe pas, c'était pour me réjouir. C'était pour me réjouir. Autrement dit, ce qui est proposé comme modèle est inaccessible actuellement. Enfin, dernier, une erreur anthropologique, entre parenthèses, pour ce point-là, le directeur de la NASA, la grande scientifique américaine, le grand centre de recherche scientifique, le directeur de la NASA a dit au début du dernier forum de Davos, les inégalités ont cru du verbe croître de manière telle dans le monde qu'aujourd'hui la paix est menacée. Les inégalités. Directeur de la NASA. Et Edgar Morin, le copain, le compère de feu, Stéphane Hessel, a dit, on se demande si l'homo sapiens sapiens n'est pas devenu l'homo démens. Si l'homme pense à l'homme n'est pas devenu l'homme dément.
pour la manière dont il présente le bonheur. Mais en même temps, je dois dire que dans les 64 pays où j'ai pu aller faire des enquêtes, pour la majorité des gens, pas pour des gens qu'on a vus tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, pas des gens qu'on a vus tout à l'heure, mais pour la majorité des gens, ce qui est proposé comme modèle, c'est le modèle de la réussite des milieux dominants de l'Occident. Impasse. Impasse anthropologique. Ça veut dire qu'on confond l'être et l'avoir. Plus tu as, mieux tu es. Écoutez, tous les anthropologues, tous les psychologues vous diront que c'est une impasse. On ne mesure pas la qualité d'une vie, la quantité de biens que possède la personne. C'est une impasse. Plus j'ai, mieux je suis, c'est une impasse. L'homme, c'est pour ça. L'homme est à la fois un être unique. Paul VI, dans sa très belle encyclique pour le Progressio, le développement concerne tout l'homme, tout ce qui fait un être humain, et tous les hommes. Tous les hommes. On dit que l'homme s'épanouit quand il s'épanouit comme personne. Il s'épanouit aussi dans sa relation avec l'autre. Si sa relation avec l'autre est organisée selon des systèmes qui le rend méfiant ou asocial, ça ne va pas. Ça ne va pas. Jean-Paul II, dans l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis, à propos des structures qui organisent le monde. Parlait, c'est pas Marx, ni Valette, c'est Jean-Paul II. Il parlait de structure de péché, de mécanisme pervers. François a repris ça, et Benoît l'avait repris aussi. Structure de péché, mécanisme pervers. Structure de péché, mécanisme pervers. Ils sont pervers pour les conséquences qu'ils sont pervers parce qu'ils donnent une fausse image de l'homme. Vous devinez combien était dangereux cet inconscient dont je ne vais pas dire le nom, qui a dit celui qui a 50 ans n'a pas de Rolex a loupé sa vie. Vous avez loupé votre vie. J'ai loupé, j'ai pas de Rolex. J'ai demandé un jour à la bijoutière de mon quartier, je dis Séverine, est-ce que tu as une Rolex? Elle m'a dit, oh, t'as vu dans quel quartier on est? Alors un jour je suis allé au Faubourg Saint-Honoré, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me présenter les Rolex? Elle m'a regardé, j'ai sûrement pas le look, et peut-être je vais commencer par le modèle le plus bas. C'est peut-être prudent, 2000 €. Je suis parti, j'ai pas acheté de Rolex, j'ai loupé ma vie. Alors ça c'est le cas extrême, hein. Mais en allant plus cool, ça veut dire qu'on va mesurer la qualité d'une vie à la quantité de biens possédés. C'est pour ça que d'autres comme Patrick Vivray ou Jean-Baptiste Foucault parlent d'abondance frugale et de sobriété heureuse. Mes amis, quand on parle d'abondance frugale et de sobriété heureuse, il faut être très prudent. À qui dit-on ça? À 200 mètres chez moi, il y a un magasin discount. Je peux vous dire, parce que je fais l'expérience régulièrement, que selon les jours du mois, les caddies ou les paniers sont plus ou moins remplis. Et quand je vois que c'était le cas, la dernière fois que je suis allé, où il y avait quelqu'un qui était avec sa femme, un homme et une femme, ils allaient, vous savez, au truc automatique là. Alors ça marquait combien le total qui s'affichait. Et ils reposaient. Ben, à la fin, il y a plus de produits reposés que de produits dans le caddie. Alors, à ces personnes-là, je ne vais pas leur parler d'abondance frugale. Ben non. Ça serait une insulte. Mais à partir du moment où, et là je cite saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Saint Thomas d'Aquin. Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. À partir du moment où on a ce minimum de bien-être, peut-être que la réussite ne mesurera pas quand il est bien possédé. Mon aumônier Tiossé disait, quand j'étais apprenti serrurier, il faut un minimum de bien-être plus un certain luxe. Plus un certain luxe. Plus un certain luxe. Le tout est de savoir où on met le luxe et le certain. Si on avait le temps, je développerais ça. Si on avait le temps, mais vous le trouvez dans mon bouquin, pas celui-là, d'abord. Donc, impasse anthropologique. Alors, je résume, impasse éthique. Impasse éthique. Les références éthiques ne sont pas acceptables. Impasse en termes de paix politique, en termes de respect de la création et de l'avenir de la planète, et finalement, respect entre les résultats, ce n'est pas acceptable. Il faut changer. Fin de la deuxième partie. Vous dormez? Non.